je suis Alain Bouvray, je suis directeur général d'Eloquent. Et Mathieu? Mathieu Bliem, donc responsable de l'offre sémantique au sein d'Eloquent. Voilà. Donc, les sujets, donc on va aller assez vite sur l'agenda. On va parler de données de contexte, des choses qui sont en train d'évoluer très très vite dans le domaine de l'expérience client et de la relation client. On va aussi casser quelques mythes concernant toute la partie intelligence artificielle. Et on va surtout être très pragmatique dans la partie action et on donnera quelques exemples. Voilà. Et enfin, on aura une partie questions-réponses évidemment. Donc vous pouvez poser des questions sur le chat associé, sachant qu'on se garde une quinzaine de minutes à la fin pour avoir les questions-réponses. Donc 30 minutes sur la partie webinaire proprement dite et une quinzaine de minutes sur la partie questions-réponses. Voilà, donc on attaque tout de suite. Alors en deux mots, ce que fait Eloquent pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes spécialisés dans la partie expérience client et relations clients. On se présente en disant on est facilitateur du dialogue et de l'écoute de vos clients. Et il faut retenir ici les verbes, comprendre, agir, dialoguer, écouter, avec des offres technologiques tout en SaaS, donc une partie centre de contact multicanal, la possibilité de déployer des enquêtes multicanales et de la mesure de satisfaction et de feedback client, l'analyse sémantique automatisée et le monitoring qui représente tout ça. Je ne vais pas aller plus loin dans la présentation d'Eloquent, là je vous encourage effectivement à aller sur notre site web pour en savoir plus. Sur notre sujet proprement dit, sur l'IA, oui, donc l'IA, c'est un sujet sur lequel on travaille depuis plus d'une vingtaine d'années, et notamment sur la sémantique, qui est une des branches les plus matures de l'IA. On a une équipe de linguistes et de chercheurs qui participent à des conférences et à des projets internationaux, donc qui font de la recherche, qui publient des articles et qui animent aussi des conférences internationales sur ces sujets-là. Donc on a une vraie expérience, et de ce fait, nos algorithmes sont toujours up-to-date, donc on suit l'activité sur cette activité, sur la partie sémantique notamment. Et en plus de ça, on intègre d'autres briques, comme par exemple le speech to text, qui va permettre de transformer des conversations audio en texte et ensuite faire l'analyse des écrits qui ont été produits. Un point très important, c'est qu'effectivement, Mathieu l'a évoqué très rapidement tout à l'heure, mais à savoir qu'on a aujourd'hui développé une grammaire de la relation client, qui est un vrai sujet pour pouvoir effectivement mettre en place, associer, on va dire, à tous les commentaires de vos clients des feedbacks catégorisés. Et ça, c'est vraiment un vrai sujet que l'équipe de recherche a travaillé. Oui, j'en reparlerai dans les cas clients, mais c'est une force, effectivement. Alors, déjà, une première partie, on va parler de l'IA, mais on va d'abord parler du fait que la relation est d'abord humaine, toujours, et notamment avec vos clients évidemment. Ça c'est un point très important, et surtout ce qui a changé, je vais vous donner quelques éléments de contexte qui expliquent que cette relation humaine est en train de changer entre l'entreprise et ses clients. Il se trouve que j'étais à Londres la semaine dernière où il y avait le Gartner Customer Experience Summit, et je vais vous donner quelques éléments que le Gartner a ressortis. Bon, il y a des éléments là-dedans qui sont des éléments un peu futurs, mais c'est quand même intéressant de voir la vision que propose le Gartner et les grands comptes sur ces sujets. Alors, la première chose qu'il faut retenir, c'est que les clients ne sont plus vos clients. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus de propriété de clients. Je ne peux plus dire j'ai mes clients, etc. Les clients sont les clients qui sont ouverts sur le réseau, et de façon générale, un client aujourd'hui, alors c'est un chiffre que donne justement par exemple le Gartner, plus de 50% des gens vérifient online avant une décision d'achat, on le fait tous, et aujourd'hui un client n'est plus une propriété. Ça c'est un point à bien retenir, notamment dans la partie relation client et la partie expérience que vous délivrez à vos clients. Premier point de contexte. Un deuxième point qui est très important, c'est que aujourd'hui les clients, et surtout plus on va vers des générations plus jeunes, plus les gens exigent du libre service. C'est-à-dire les gens ils sont prêts à se débrouiller, ils sont prêts à naviguer, à faire des choses, ils préfèrent ça plutôt que d'avoir une prise en main faite immédiatement par de l'humain. En revanche, ce libre service il doit être extrêmement performant et efficace. Il est certain que les interactions, et notamment avec les jeunes, encore une fois, si vous prenez les téléphones, choses comme ça, aujourd'hui il n'y a quasiment plus de mode d'emploi, les gens se débrouillent avec les applications. Donc dans la relation avec vos clients, retenez le fait qu'aussi une partie libre service, ou ce qu'on appelle aussi self-care, est très importante. Troisième élément de contexte, c'est que aujourd'hui les entreprises, ce qu'elles doivent délivrer à leurs clients, c'est plus de, entre guillemets, de l'expérience que du produit. J'ai mis un exemple là qui m'avait marqué parce que j'avais vu cette pub, la nouvelle DS3, 3 millions de combinaisons possibles présentées en réalité virtuelle. L'idée c'est vraiment de dire aux clients, même avant qu'ils l'achètent, quand il y a une phase de prospection, on va pas faire la DS3 de tout le monde. Si vous aimez, là je crois que c'est le drapeau basque qui est sur le toit, si vous êtes basque et que vous avez envie d'avoir le drapeau basque sur le toit, on va le faire, on va vous mettre des jantes, etc., etc. Cette notion de personnalisation et cette notion
de dire j'achète pas une voiture, j'achète une expérience, voilà, elle doit me ressembler. C'est quelque chose, bon là c'est un exemple avec un véhicule, mais c'est quelque chose qu'on va retrouver assez souvent. Donc cette notion, en tout cas de permettre aux clients de ne plus avoir une relation strictement d'utilisation d'un produit, mais de vivre quelque chose au-delà du produit, est quelque chose qu'on retrouve fréquemment et que tout aujourd'hui on va dire les grandes marques essayent de proposer à leurs clients. Retenez bien ces 3 éléments de contexte, hein, donc la partie personnalisation, la partie self-care et le fait qu'il n'y ait plus de propriété dite de ces clients. Un autre point qui est très important en termes de ressources humaines, c'est que les choses ont beaucoup changé depuis 40 ans. J'ai repris là un slide que j'ai vu la semaine dernière à Londres, que j'ai trouvé assez intéressant pour dire qu'aujourd'hui, non seulement vos clients, mais aussi vos collaborateurs ont besoin de vivre une expérience au sein de l'entreprise et avec les clients. C'est surtout les deux photos que j'ai trouvées intéressantes, c'est-à-dire que dans les années 80, on était dans une logique extrêmement productiviste, et aujourd'hui, les gens, et notamment les jeunes générations, millennials, ils ont besoin d'avoir un échange et d'être en situation de collaboration et de partage. Je disais tout à l'heure, les gens vérifient online avant de faire un achat, c'est aussi cette notion de collectivité, de communauté, etc. Et donc aujourd'hui, même au sein de vos équipes, il est important de raisonner en disant que l'engagement de vos employés, il va contribuer à l'engagement de vos clients. Ça, c'est évident. Et pour que cet engagement soit fait, il faut aussi prendre soin, évidemment, de ses employés et raisonner dans cette logique de communauté et d'autonomie des équipes. Voilà, donc ça c'est un point assez important, c'est des points de contexte que je... C'est quelque chose qui va être favorisé aussi par l'IA parce que justement les tâches répétitives vont Voilà. pouvoir être automatisées ça. Et les employés vont pouvoir se consacrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Voilà, et donc en créant du lien avec les clients plus qu'en ne faisant des tâches répétitives et en déroulant des scénarios. Donc le déroulement de scénarios et la partie répétitive, on va essayer de la confier à une partie IA plutôt qu'à la partie humaine, où là par contre on va essayer de développer, on va dire, de la chaleur et du relationnel. Quelques éléments rapides encore, des choses que j'ai trouvées intéressantes la semaine dernière. On voit par exemple que ce que le Gartner évoque, donc c'est au global dans tout l'IT, là où il y aura les utilisations les plus importantes de l'intelligence artificielle, les 3 sujets qui viennent en tête sont reliés à l'expérience client. Hein. Tout ce qui est l'engagement du client, la partie call center, service et support, et puis la partie marketing digital, qui sont des choses aussi reliées à vos clients et prospects. Tout ça, ce sont les terrains de jeu principaux de l'IA qui est attendu dans les années à venir. Un dernier point, le service client se transforme, c'est-à-dire que ce que vous voyez sur les deux que j'ai entourés en bas, c'est qu'entre ce qui est, on va dire, attendu entre 2017 et 2022, c'est que la façon dont les gens vont interagir avec les entreprises, donc les customer service, les canaux de customer service vont vraiment évoluer. Et les deux qui vont principalement évoluer, c'est des choses qui tournent autour du chatbot, on en parlera pas mal juste après, donc qui tournent vraiment autour de l'intelligence artificielle, et globalement tout ce qui est voice recognition, hein, IVR, et la partie conversationnelle, y compris en mode voix. Voilà. Donc c'est des sujets qui vont se développer dans les 5-6 ans à venir. Et tout ça, c'est relié profondément à l'intelligence artificielle, évidemment, et à la partie analytique, en ayant bien en compte que la partie humaine, et on va le voir encore après, est extrêmement importante. Voilà, donc quelques mythes et réalités maintenant sur la partie intelligence artificielle. La première chose, c'est que l'intelligence artificielle, ça s'appelait autrement avant, c'était des automates, des choses comme ça. Là, je vous ai mis trois photos, je trouve intéressantes. Jacquet, qui avait différents automates, donc il y avait un écrivain, un joueur d'échecs et un musicien. Le canard qui digérait de vos cançons, où il avait fait un faux canard. Et puis le premier robot industriel qui était chez General Motors, qui s'appelait Minimate. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que chaque fois, ces automates, ils sont profondément liés à un scénario. C'est-à-dire que là, j'ai 3 automates à gauche, il y en a un qui écrit, ce sont 3 automates qui n'ont rien à voir. Le canard, évidemment, il est capable de digérer et je crois qu'il pouvait cancaner un peu, mais vous le mettez dans l'eau, ça va mal se passer. De même, le robot industriel, évidemment, est lié à un seul scénario. Il faut retenir cette notion de scénario, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle d'intelligence artificielle, il faut bien voir dans quel scénario on interagit. Et cette notion de scénario et de précision du scénario est extrêmement importante, et c'est une vieille histoire. Voilà. Retenez ça parce que très souvent, on veut vous vendre de l'intelligence artificielle comme quelque chose qui fait tout. En fait, c'est toujours lié à un scénario très profond, hein. Y compris le joueur de Go, par exemple. Oui. À propos des mythes, et je reprends la partie en mythes et réalité, à propos des mythes, il y avait un article très intéressant dans Courrier International qui était fin 2017, décembre 2017. Donc si vous avez l'occasion de le lire, il y a aussi des informations intéressantes.
Et là, on parle d'IA, mais on n'a pas donné de définition. Alors, je vous en livre une rapide qui est sur Wikipédia. L'IA, c'est l'ensemble des théories et des techniques mises en œuvre en vue de réaliser des machines capables de simuler l'intelligence. Donc, l'idée, c'est que les algorithmes vont nous permettre de réaliser des tâches simples, mais surtout encadrées. Donc, effectivement, tu parlais de scénariser les tâches qu'on veut automatiser. L'IA ne va pas être capable de tout produire, mais simplement des tâches qui sont bien cadrées. Voilà. Alors, Et, oui, oui, pardon, vas-y. Et il va falloir distinguer l'IA forte de l'IA faible. Alors, l'IA forte, c'est le fait que la machine puisse raisonner de manière autonome. Donc ça n'existe pas. Prendre des décisions de manière autonome, analyser une situation qu'elle ne connaît pas. Ça n'existe pas encore. Et donc aujourd'hui, les applications qui sont mises en œuvre, c'est dans le cadre de l'IA faible. Le but, c'est d'arriver au même résultat qu'un homme sur des tâches qui sont très simples. Alors attention à certains écueils, l'IA ne va pas repérer l'aiguille dans la botte de foin, ça veut dire qu'il faut avoir une idée de ce qu'on cherche. Parfois on nous dit, voilà, je vous donne une situation et j'aimerais que de manière automatique la machine résolve un problème. Si on ne sait pas ce qu'on va chercher, ça ne va pas être possible. Ensuite, tu parlais de scénariser, effectivement, et c'est important de scénariser et capitaliser sur une expérience, c'est-à-dire que l'IA ne comprend que ce qu'on lui apprend. L'IA ne va pas remplacer les conseillers, effectivement, elle va gérer les tâches automatiques et simples, de manière à libérer du temps pour les conseillers qui vont faire autre chose. Et donc l'IA ne peut répéter que ces tâches simples et unitaires. Ce qu'il faut comprendre, c'est très important, c'est qu'aujourd'hui, l'IA forte, c'est-à-dire à qui je peux soumettre un problème général, et que par exemple la relation client en tant que telle, et même des éléments de la relation client, si je prends le support client, ça peut être quelque chose de très complexe. Si je veux juste savoir si ma panne est réparée et si mon produit va me parvenir, ça c'est une tâche simple, répétitive, qu'on peut lui apprendre. En revanche, de poser une question très vague en termes de la relation, ça ne marchera pas. Ça c'est vraiment important à bien comprendre. Juste une illustration aussi sur le fait IA forte, IA faible. Aujourd'hui, on a des ordinateurs qui savent battre les meilleurs joueurs du monde aux échecs ou au Go, parce que c'est un cadre bien défini et qui a été appris et répété. Si on change les règles du jeu en cours de route, l'humain va savoir s'adapter, mais une machine ne saura pas le faire. Voilà. Là, je vous ai mis aussi quelque chose que j'ai trouvé assez intéressant qui est ressorti. C'est un peu les différents sujets sur lesquels on a des attentes sur les plateformes conversationnelles. Donc là, on parle notamment des chatbots. Donc on peut imaginer des tas de choses, la traduction, le conseil intelligent, le routing de différents services, etc. Ça, ce que dit aujourd'hui, donc ça, c'est vraiment les attentes. Hein. Et si on regarde, en fait, ce qu'on est capable de faire aujourd'hui, réellement, c'est ça. C'est-à-dire être capable d'avoir une partie conversation, mais très limitée sur un sujet, traduction, une recherche, l'escalade, déclencher une escalade, et de l'action. Et vous voyez, le smart est aussi passé en orange, c'est-à-dire on est capable de déclencher des actions. Est-ce qu'elles sont vraiment smart ? Ça peut résoudre un cas, s'il est bien précisé. On peut passer une commande. Il existe déjà des chatbots qui sont en mesure de passer des commandes, mais on ne pourra pas faire vraiment de la réparation et du diagnostic avancé. Hein. Ça, c'est la réalité aujourd'hui. Alors, je dis bien aujourd'hui en 2018, parce que ça évolue très très vite. Mais aujourd'hui, si vous avez des attentes réellement sur de la partie conseil intelligent, il faudra attendre encore un peu. En revanche, il est important de tester et d'utiliser et de commencer à comprendre comment tout cela fonctionne et aussi de préparer vos clients et vos équipes. Voilà. Donc il y a d'autres sujets qui sont très importants et qui sont à valeur ajoutée, mais ne pas s'imaginer qu'on pourra faire tout et partout. Un point tout simple, hein, c'est de dire, si sur une matrice, sur un axe, je mets quelles sont les choses de plus en moins automatisables, et sur un autre axe, je mets qu'est-ce qui est le plus répété et le plus rentable pour moi. Je vois très vite les sujets sur lesquels l'intelligence artificielle et les bots vont être pertinents. Alors, l'intelligence artificielle, c'est pas un sujet nouveau, hein, ça existe depuis au moins les années 50 ou 60 avec les travaux de Turing, mais cette activité a connu un vrai essor, notamment avec l'émergence du big data, parce qu'aujourd'hui on a à disposition des données massives et hétérogènes qui sont disponibles, et puis aussi il y a eu de gros progrès en termes d'algorithmes, alors à la fois en termes mathématiques, la manière dont on procède pour traiter les données, et puis en termes informatiques, on a aussi des machines qui sont beaucoup plus puissantes. Et il y a plusieurs types d'IA verticales. Alors une IA statique et une IA tournée vers l'action. L'IA statique va permettre d'analyser de manière ponctuelle un gros volume de données. Et l'IA type action, ça va être plutôt pour comprendre une situation et mettre en place une action, analyser l'intention qui est derrière.
Donc on a deux cas. Alors, juste un point là-dessus, ce qui est important, les API aussi, c'est-à-dire que ce qui se passe aussi, c'est que les applications aujourd'hui sont de plus en plus ouvertes. Donc je peux faire un chatbot qui va dialoguer avec une autre intelligence. Par exemple, mon chatbot, il va aller dialoguer avec moi ici pour récupérer mon numéro client, ma date de livraison. C'est l'ouverture des applications, même si elles sont hétérogènes, permet de faire ce genre de choses. Ça, c'est une vraie nouveauté. Avant, les applications étaient beaucoup plus monolithiques. Donc ça, c'est très important parce que ça permet d'automatiser, puisque des tâches simples, je vais pouvoir les détacher sur différents services. Et ce que tu évoques sur la partie statique et action, en gros, d'un côté, j'analyse des gros volumes de données, de l'autre côté, je fais des conversations. Donc on va voir effectivement juste maintenant. Et ces deux types de traitements, c'est ceux qui sont illustrés par la partie bot, qui va plutôt être dans la partie action, et la partie analyse sémantique, qui est plutôt dans la partie analyse statique d'un gros volume de données, qui peut aussi se trouver dans la partie action, mais voilà, ce sont les exemples qu'on va donner. Et une info intéressante de Gartner, a priori, 2% des centres de relations clients étaient équipés de bots en 2017, et il prévoit qu'en 2020, ils soient 25% équipés de bots, donc il y a un essor assez important. Et un point important aussi qui est dit, c'est que par contre, plus de 40% des bots qui sont développés cette année n'existeront plus en 2020. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est qu'on est beaucoup dans une logique de tester des choses et de mettre en place des choses, ce qui est assez coûteux et exigeant, parce que évidemment, il faut scénariser, etc. Mais il faut bien être conscient que ça évolue très vite et que, on va dire, l'obsolescence va être aussi très rapide. Voilà. Donc il faut bien mesurer tout ça. La partie analyse sémantique sur des gros volumes de données est extrêmement utile. Par exemple, nous, elle nous sert lorsqu'on veut déployer un bot, puisqu'elle nous permet d'analyser à travers les conversations, les mails envoyés, etc., quelles sont les intentions les plus fréquemment demandées grâce à l'analyse sémantique sur des très gros volumes de données. Et on va voir effectivement lesquelles sont les plus pertinentes, ensuite à automatiser dans le cadre d'un bot. Donc on peut très bien séquencer une analyse en volume de toutes les données et les échanges que l'entreprise a eu avec ses clients, donc avec cette IA, et ensuite dire, ok, sur ce cas-là, par exemple, je sais pas, la demande d'horaire d'ouverture ou l'état ou tourner ma facture, ou bref, c'est des choses qu'on pourra, si elles sont très fréquentes, rendre automatisées. Voilà. Ensuite, donc on va vraiment donner les éléments d'action, des exemples, oui. Mathieu, ça, je crois que c'est. Alors, oui, peut-être juste ce point-là, mais on vient de l'expliquer. En fait, on peut dire qu'on va utiliser l'IA, donc on a vu, pour faire soit des gros volumes de données, soit des discussions. Et de la même manière, on peut aussi dire, est-ce que mon IA, elle est là pour améliorer, automatiser des process, donc dans une logique vraiment très, très pragmatique et pratique, soit anticiper des besoins, c'est-à-dire j'analyse des volumes de données, j'essaie de voir quels sont les comportements que mes clients ont, ou risquent d'avoir, ou apparaissent petit à petit à travers des signaux faibles, et ensuite pour me préparer mes équipes, toujours très important, préparer mes équipes justement sur la fréquence de ces demandes, parce que ça va intéresser aux équipes aussi de savoir quelles sont les demandes les plus fréquentes. Donc sur ce point-là, comment fonctionne un chatbot? On va dire de façon très, très simple. On voit à gauche, là je peux te laisser peut-être expliquer si tu le veux, ou enfin comme tu le sens, Mathieu. N'importe, oui. Alors, donc sur la gauche, ce sont les différents canaux qui sont utilisés par le bot, qui permettent de lister de recueillir les demandes clients. Ensuite, il va y avoir un travail d'interprétation et les actions du bot qui peuvent être une réponse, reposer une question si justement la question de départ est mal formulée ou incomplète, lancer une action et voir escalader vers un humain si la demande est trop complexe. Ce qui est important, c'est la deuxième colonne. C'est-à-dire que cette deuxième colonne, c'est les demandes que vos clients formulent et qu'ils formulent avec leurs propres mots. Ce n'est pas les mots à vous, ce sont les mots de vos clients. C'est pour ça que c'est très important d'analyser au préalable et de scénariser et dans la conduite du projet. Et on voit par exemple ici, j'ai trois façons de demander la même chose. C'est-à-dire, on a les réparations de ma voiture, est-ce que ma Clio est réparée? Est-ce que je peux passer cet après-midi reprendre ma voiture? Bon, tout ça, c'est des mots qu'un humain emploiera normalement, mais que l'intelligence artificielle doit comprendre comme étant la même intention. La personne veut savoir d'où en est sa voiture et le cas échéant la récupérer. Donc l'interprétation et éventuellement la reprécision à travers une conversation que le bot va pouvoir conduire est extrêmement importante. Et derrière, quelles sont les actions? Donc le bot, soit il fait la réponse, il dit vous pouvez récupérer votre voiture à 14h cet après-midi, ou bien il repose une question, est-ce que vous voulez la récupérer cet après-midi, ou est-ce que votre voiture est bien une Clio, pour apporter une précision, être sûr que la chose est bien précise en termes d'intention. Déclencher une action, éventuellement mettre dans l'agenda de l'atelier que M. Durand viendra récupérer sa voiture cet après-midi, ou escalader, j'ai pas compris, et donc je passe votre demande au service client. Voilà, donc ça c'est les quatre actions possibles. Ce slide est important parce qu'il décrit de façon assez synthétique finalement comment on construit un bot, par quel canal votre client interagit avec vous, comment il formule ses demandes, quelle interprétation on doit faire, quelles actions on doit lancer derrière.
Voilà. Une fois que vous avez compris ça et bien scénarisé ça, ça a l'air, mais c'est un énorme travail, eh bien, on a une chance d'arriver à faire quelque chose avec de l'IA qui soit efficace pour votre relation client et pour vos équipes. Alors, justement, dans la conduite de projet, ce qui est important, c'est de voir qu'il y a différentes étapes. La première étape, qui est la conception générale et le cadrage de projet, est extrêmement importante. Ensuite, il y a la partie réalisation, l'intégration ici, puisque ce qui est intéressant dans un bot, c'est de pouvoir le relier avec le système d'information de l'entreprise, le déployer, et une fois que c'est déployé, c'est pas fini, puisque le bot il va apprendre au fur et à mesure, et on va avoir des nouvelles façons de poser des questions, on va voir qu'un certain nombre d'intentions n'ont pas été comprises par le bot, il va falloir les améliorer, et donc on a cet apprentissage continu qui est derrière. Donc là, tout à l'heure, on a vu les différentes étapes entre guillemets de contenu et de conception d'un bot, et comment il est fait quelles sont ses réalisations. Là, on voit comment on le développe, donc c'est la partie vraiment construction avec les équipes de l'entreprise pour bâtir un bot. Alors, on a un exemple qui est la NTS, qui est l'Agence nationale des titres sécurisés, qui est un de nos clients et qui démarre un bot. Ils ont une problématique quantitative, c'est-à-dire que la NTS a reçu comme mission du gouvernement de gérer tous les titres sécurisés, aussi bien les cartes grises que les passeports, etc., etc. Donc un volume qui a cru de façon très rapide. Et donc on a fait un travail d'analyse sémantique préalable sur les emails et comptes rendus entre l'entreprise et ses clients, et un qualitatif, puisqu'on a travaillé avec les collaborateurs de la NTS pour préciser les différents scénarios. On regarde aussi ensuite toutes les contraintes du SI, qu'est-ce qu'on peut extraire et avec quel web service on peut récupérer de l'information pour la personnaliser à l'utilisateur. Je veux savoir quand est-ce que ma carte grise va m'arriver chez moi, voilà, typiquement. Donc j'ai besoin de comprendre l'intention, de voir quelle est la personne qui demande, de récupérer l'information concernant sa carte grise dans le SI. Et donc, à la fois, on va produire des FAQ interactives pour aider aux démarches, là c'est pour la partie client, et les suivis des demandes génératrices d'appels et d'emails, et ça servira aussi bien, évidemment, pour améliorer le service client, mais aussi pour les équipes qui auront une meilleure visibilité, finalement, de la façon dont les clients leur font des demandes automatiques, qu'on puisse automatiser. On va parler de la partie compréhension maintenant. La partie compréhension, donc, qui est plus liée à la sémantique. Alors, la bonne nouvelle, là on a parlé des bots, et là on va parler maintenant de l'IA via la sémantique. La bonne nouvelle qui a été soulignée par Gartner, c'est qu'avec la démocratisation de l'IA, on n'a pas besoin de comprendre la technique, mais juste l'usage qu'on veut en faire. Donc si on a des cas bien concrets sur lesquels l'intelligence artificielle va pouvoir vous amener une plus-value, voilà, on peut l'appliquer. Il n'y a pas besoin de connaître les algos de machine learning qui sont derrière. Alors, Data is the new oil, effectivement, elle va permettre, l'intelligence artificielle, notamment l'analyse sémantique, va permettre d'exploiter des gros volumes de données, ce qui serait impossible à faire à la main, et de manière plus réactive. On va avoir une réactivité quasi immédiate. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, l'intérêt de l'IA, c'est vraiment de reproduire une tâche manuelle de manière automatique et à grande échelle, ce qui va permettre de délester les humains de certaines tâches un petit peu rébarbatives et de leur permettre de faire des tâches plus intéressantes et à plus grande valeur ajoutée. Ensuite, en termes de canaux, on est capable d'exploiter l'écrit via l'analyse sémantique, mais aussi la voix, donc ça c'est quelque chose qui est nouveau. Avec les audios des centres d'appel, on peut... alors ce serait impossible de les écouter si vous deviez écouter tous les audios de vos agents, mais avec la retranscription qui est maintenant performante, on peut avoir une première étape de retranscription et ensuite travailler sur l'analyse de tous ces écrits. Et puis on est aussi capable de détecter les intentions comme la colère, la réclamation, risque de résiliation. Et ça c'est très important, notamment en termes de ROI, pour éviter le churn par exemple. Alors, les avantages de l'IA à travers l'analyse sémantique, ça va être le fait qu'on va pouvoir analyser l'ensemble des canaux de la relation client, donc ça va être les mails, les blogs, les réseaux sociaux, les données dans votre CRM, et même les audios qui sont contenus, qui sont enregistrés dans votre centre de service client. Et ce gros corpus, cet ensemble de données, on va pouvoir le traiter de manière exhaustive, très rapide. Si on devait le faire à la main, ça prendrait des semaines et donc on ne serait pas du tout réactif. Et quelqu'un qui dit ça fait 3 fois que je vous appelle, je vais aller voir la concurrence, il risquerait de partir. Là, grâce à l'IA, on va pouvoir éviter ce risque de churn. Ensuite, en termes de coût, ça sera plus intéressant d'avoir une machine qui le fait automatiquement que de payer des gens à le faire. Et puis en termes d'homogénéité de traitement aussi, si on fait passer 100 fois le même enregistrement dans un algo d'analyse sémantique, on aura 100 fois le même résultat, alors que plusieurs personnes, ou même la même personne à 10 h du matin ou à 18 h, peut avoir des résultats différents.
Alors, ce qui est très important, c'est bien effectivement de comprendre qu'aujourd'hui, la partie voix est quelque chose qui évolue très vite, hein, grâce, on va dire, effectivement à des acteurs tels que Nuance, Google, etc., qui proposent à des éditeurs tels que nous des moteurs de retranscription, ce qui nous permet derrière nous de brancher l'analyse sémantique et donc d'avoir vraiment, y compris avec deux locuteurs, d'avoir vraiment une analyse dans de très très gros volumes de conversation, ce qui peut être très utile évidemment pour la suite. Alors, juste sur le ROI, c'était dans le slide d'avant. Non, mais c'est pas très. Sur le ROI, vous avez un cas concret dans notre livre blanc, donc si vous voulez le télécharger sur le site web, notamment rien qu'en se concentrant sur le churn, dans les corpus de nos clients, on a généralement entre 4% et 15% de verbatim qui exprime une alerte, quelqu'un qui est en colère ou qui exprime un risque de résiliation. Donc c'est assez important. Imaginez que vous puissiez retenir 4 à 15% de vos clients, ça fait un chiffre d'affaires qui est très important. Et donc en termes de ROI, c'est toujours très intéressant d'exploiter tous les commentaires de vos clients. Ensuite, on va passer sur quelques cas pratiques. Alors, des clients, on en a beaucoup en B2B, B2C, B2B2C. On a certains clients qui ont plus de 100 000 verbatim par mois ou 5 000 verbatim par jour. J'ai choisi de vous présenter la Maïf. Alors, récemment, vous avez peut-être vu un article qui traitait du fait que KPMG et la FRC ont décerné à la Maïf le titre de champion de France de l'expérience client. Et puis, la Maïf, c'est aussi l'assureur militant. Ils sont premiers du podium de la relation client, podium national depuis la création en 2003. Donc c'est vraiment les champions de la relation client. On est vraiment fiers de les accompagner sur ce projet-là. Le contexte, c'est qu'aujourd'hui, ils utilisaient beaucoup de quantitatif et ils ont voulu compléter leur analyse par du qualitatif. Le résultat qu'on a pu produire, ce sont des tableaux de bord qui sont industrialisés et personnalisés, donc pour tous les managers. Et surtout, Alain en a parlé tout à l'heure, on a pu exploiter la puissance de notre grammaire relation client. Donc c'est une grammaire qui jalonne tous les points de contact entre votre client et l'enseigne. Et cette grammaire, elle est aboutie parce qu'on l'a affinée au fil des projets clients avec nos différents grands comptes. Et aujourd'hui, quand on est en prospection, on a certains comptes qui la testent et qui nous disent qu'effectivement, elle est plus performante que d'autres solutions qu'ils auraient pu tester. Ce qui est important, c'est qu'effectivement, la grammaire relation client et le parcours client sont des choses qui s'auto-alimentent et plus on la nourrit, et donc plus on a de clients et plus on a de verbatim, évidemment, plus on améliore le système. Voilà. Et donc aujourd'hui, on arrive à de très très bons taux d'analyse. Voilà, donc c'était un premier cas sur la partie analyse sémantique pure. Ensuite, j'ai mis deux autres cas. Celui-là, il traite du routage d'email. Le contexte, c'est pour une entreprise, un distributeur d'énergie, qui a deux personnes qui fait du routage de mail vers une vingtaine de boîtes différentes, en lisant le contenu du mail, et avec une efficacité qui est moyenne, puisqu'il y a 70% d'efficacité correcte, enfin de bonne efficacité de routage. Les 30% de mails restants devant être redirigés vers d'autres boîtes. Et donc on a fait un test avec de l'analyse sémantique et du routage, on va dire, via l'intelligence artificielle, le machine learning et les réseaux de neurones. Et sur ce test, on a constaté 65 à 85% de taux de succès dans le routage. Donc c'est équivalent, voire supérieur au traitement humain. Ce qui fait que ces deux personnes vont pouvoir être réaffectées sur des tâches différentes. Et notamment parler avec le client, c'est-à-dire qu'au lieu de faire du traitement et d'être derrière leur machine et de faire du classement, elles vont être disponibles pour échanger avec les clients qui, eux, nécessitent un échange. Donc ça, c'est vraiment très important de voir ça. Et c'est disponible via une API, ce que tu disais tout à l'heure, on peut tout à fait décorréler les tâches les unes des autres. Dernier cas pratique, c'est un client industriel qui voulait qu'on analyse à la fois des appels, donc 80% de son corpus c'était des audios et puis 20% qui étaient des écrits. Son besoin c'était d'analyser la performance sur des projets long terme comme par exemple le référencement, des promotions ponctuelles, des campagnes médias, etc. Et donc en entrée on avait des fichiers MP3 en mono, donc qui ne sont pas d'une grande qualité, et malgré tout, grâce à notre partenaire, on a pu avoir de la retranscription de qualité avec la séparation des locuteurs, et on peut faire une analyse quasi temps réel sur mesure sur les audios de ce client-là. Voilà, ce qu'il faut retenir là, c'est une première pour nous, c'est-à-dire que la source est une source voix, c'est-à-dire qu'on va travailler vraiment à partir des conversations entre le client et l'entreprise. Et là, je vois 300 000 minutes, ça doit faire, je sais pas, 5 000 heures, quelque chose comme ça. Ça serait impossible
de l'analyser à la main. Enfin, si quelqu'un devait écouter et prendre des notes sur ce qu'il entend, ça prendrait des années-hommes, ça serait vraiment pas faisable. Alors, donc là on est presque, il est 11 heures d'ailleurs, on a presque fini. Ce qui est important, quelques éléments à la fin là, pour bien comprendre ce qu'il s'agit de faire dès maintenant. La première chose, c'est l'inventaire des sources de données. Alors moi, ce schéma, je prendrais presque à l'envers. C'est-à-dire d'abord, quels sont les plans d'action que vous voulez établir avec vos clients? Qu'est-ce qui est important pour vous vis-à-vis de vos clients? Ensuite, qu'est-ce qui est automatisable et comment je peux extraire les informations? C'est vraiment important de voir que le contexte avec lequel vous allez avancer vis-à-vis de votre projet client, vous devez partir de qu'est-ce que je veux à la fin. Et non pas simplement dire bah tiens, je peux mettre un peu d'IA là, je peux mettre un peu. C'est quel est l'objectif final et qu'est-ce que ça va me faire gagner à mes clients et à mes équipes en termes de disponibilité, en termes de qualité, en termes d'expérience vécue. En reprenant les données de contexte que j'évoquais tout à l'heure, personnalisation, etc. C'est très important de comprendre que le plan d'action, c'est le premier point sur lequel vous devez travailler. Et ensuite, on regarde qu'est-ce qui est automatisable, est-ce qu'on a les informations, et aujourd'hui on a beaucoup d'informations, et ensuite on met les algorithmes. Donc ça, c'est vraiment une procédure qu'il faut entrer en ligne de compte. Alors en termes de conclusion, quelques éléments à retenir. Il y a aujourd'hui des applications concrètes de l'IA dans le terme de la relation client. Elles sont matures, elles sont opérationnelles. Mathieu en a montré 3, on a d'autres exemples. Ça peut être soit du conversationnel, donc du bot, de la micro-intention que je comprends et que je précise pour arriver à une action finale, soit de l'analyse de gros volumes pour pouvoir ensuite déclencher des actions. Tout ça au service de mes équipes et de mes clients qui, eux, ont besoin de relations humaines et veulent de la relation humaine. Le client aujourd'hui, il a besoin d'immédiateté, c'est-à-dire il a besoin d'avoir un canal sur lequel il puisse s'exprimer rapidement, ça peut être du chat ou de la voix, mais il faut que je lui donne les moyens aussi de faire ses propres recherches et d'autonomie. Donc c'est un dosage assez subtil, mais il faut que vos équipes se sentent complètement embarquées dans ces projets-là. Voilà. Il y a beaucoup de test and learn avec une courbe d'apprentissage, c'est-à-dire que ça ne se fait pas comme ça, c'est pas un truc qu'on va déployer en disant ça va démarrer exactement ce jour-là et ça va se finir ce jour-là. Il y a du test and learn, il y a des échanges entre les équipes, etc. Donc les chefs de projet chez nous sont vraiment engagés avec les clients et ils travaillent ensemble à la résolution d'un problème partagé, on va dire. Hein, donc il y a un apprentissage collectif qui se fait. Et toujours, je le répète encore une fois, votre client à la fin, ce qu'il veut, c'est quand même une réponse humaine. Le robot n'est que là pour lui faciliter, l'accélérer, lui rendre des choses disponibles 24 heures, 7 jours si besoin, et pas perdre de temps. Mais quand il a besoin de quelqu'un, il faut être là. Voilà. Moi, ce que je retiens, enfin ce que je dis souvent aux clients, c'est que si vous êtes mauvais sur un sujet, l'IA ne va pas résoudre votre problème, il va vous rendre encore plus mauvais. Hein. Donc il ne faut pas considérer que l'IA est là pour... par contre, si vous êtes très bon sur le traitement d'un sujet, parce que vous l'avez déjà bien valorisé, quantifié et analysé, là vous mettez de l'IA et vous êtes encore meilleur. Donc ça va amplifier vos qualités et vos défauts le cas échéant. Hein. Et juste sur les 2 derniers points, là, effectivement, sur le test and learn, l'important c'est de se familiariser, monter en compétences. Donc n'hésitez pas à faire des POC, à tester des solutions pour voir si ça vous convient, ce qu'il faut améliorer, etc. Et sur le dernier point où tu disais l'IA ne remplace pas l'homme, ça rejoint aussi le slide sur les millennials qui justement vont pas se contenter d'une tâche répétitive. Ces tâches-là, si on peut les déléguer à la machine, eux, ils vont vraiment être satisfaits par un traitement justement d'humain à humain. Et ils seront très critiques, hein, c'est-à-dire si vous mettez une automatisation qui ne marche pas, alors là c'est une catastrophe en termes d'expérience. Donc il faut être à la fois prudent, il faut faire des POC, tester, ne pas hésiter à jeter. Hein, une des phrases que j'avais retenues aussi, c'est de dire il n'y a pas de best practice, il n'y a que de emerging practices, c'est-à-dire aujourd'hui il n'y a pas de meilleures pratiques connues, il y a surtout des pratiques émergentes. Et il faut s'inscrire dans cette logique-là. Et il faut le tester, c'est-à-dire que c'est pas pour autant qu'il faut attendre, parce que les choses sont déjà matures. Alors, 2 points à retenir, ce qu'on aime bien, on aime bien finir en disant ce que vous pouvez faire tout de suite. Donc vous pouvez regarder chez vous, qu'est-ce que vous pouvez faire comme sujet sur lequel vous pouvez automatiser. Alors à ce titre-là, c'est sur notre site web, sur notre blog, on a une checklist qui a été faite par Frédéric Canvet, qui est un de nos responsables marketing, qui est responsable de la partie vraiment chatbot, et qui a fait un checklist que vous pouvez utiliser, très, très pratique pour déployer un projet de chatbot, qui vous permet de démarrer en tout cas les sujets. Le livre blanc, tu en as parlé, qui est téléchargeable. Voilà, donc d'ici une semaine, pourquoi pas, vous identifiez un usage possible, vous regardez si vous avez des données, et puis après vous avancez sur l'idée de faire un pilote, etc. Et les sources de données, ça peut être, comme je disais, des audios, ou ça peut être une autre source de données assez volumineuse dans lequel, effectivement, vous dites, moi je ne pourrais pas analyser tout ça à la main, j'ai besoin d'une... D'algorithme pour m'aider. Je crois qu'on a quasiment fini. Voilà, donc je parlais de Frédéric.
Donc Frédéric n'est pas là aujourd'hui, il n'a pas pu être là, mais en tout cas Frédéric c'est celui qui s'occupe de la partie chatbot et mobile chez nous, et Mathieu donc qui s'occupe de la partie analyse sémantique, que vous avez bien compris. Donc c'est vraiment deux contacts chez nous, chez Locante, que vous pouvez solliciter pour évaluer, regarder qu'est-ce que vous pouvez faire dans le cadre de votre relation client et de l'intelligence artificielle et voir si ça a du sens pour vos projets, votre entreprise. Voilà, je crois qu'on a fini avec quelques minutes de retard, on a à peine 5 minutes. Donc des questions. Donc oui, effectivement, alors je vois une question de la Marie, est-ce qu'on peut appliquer l'analyse sémantique pour les verbatim des études marketing? Alors oui, évidemment, c'est avec les études marketing. Si je prends par exemple le NPS, qui est un sujet très très courant aujourd'hui dans les entreprises, les grandes entreprises. Le NPS, c'est une façon de simplifier les enquêtes de satisfaction, où je dis je ne mesure pas de la satisfaction, je mesure si mon client me recommanderait, qui est un moyen de finalement de synthétiser, et que je vende des pizzas ou des camions, finalement la recommandation est quelque chose qui existe. Et ce principe de NPS, je donne une note entre 0 et 10 et ensuite je mets un commentaire. Pourquoi je mets cette note? Est-ce que que je sois un promoteur de la marque ou un détracteur, enfin de la marque ou du service? Et or, la richesse, elle est évidemment dans les commentaires. Donc, puisque la note, elle va sanctionner ce qui s'est passé, elle va dire 7, 8, 9, mais l'explication, je l'aurai dans le commentaire. Et dans le commentaire, j'ai l'explication, ce qui me permet de m'améliorer. Donc évidemment, l'analyse sémantique, très très importante. Et si vous faites du NPS, moi je trouve ça dommage et un vrai gâchis. Voilà, un vrai gâchis de dire le NPS, je ne m'en sers que pour donner des notes, éventuellement pour sanctionner mes collaborateurs et dire vous êtes moins bon, moins meilleur, je vous donne une prime, je vous donne pas une prime. Mais sans comprendre. Et puis, voilà, ça c'est un peu le management de façon années 80, mais aujourd'hui, la richesse et la façon dont vos clients s'expriment dans les commentaires et dans les verbatims, c'est évidemment, c'est là que vous avez de la richesse et de l'argent à gagner pour le futur, ou des clients à acquérir, ou éviter d'en perdre, ça va être aussi en analysant les commentaires. Donc oui, l'analyse sémantique sur les verbatims, évidemment. Et j'élargirai un petit peu, parce que la question elle portait sur l'analyse des commentaires dans le cadre de marketing ou communication, je ne sais plus exactement. Des études marketing. Oui. En fait, avec la sémantique, vous pouvez automatiser toutes les tâches que vous feriez à la main sur des écrits. C'est-à-dire que pour des clients, on a fait d'autres projets dans lesquels on va prendre 1 million d'annonces immobilières et dans chaque annonce, on va détecter dans quelle ville se trouve le bien, quel est le type de bien, le nom de la rue, le nombre de pièces, est-ce que c'est un appartement, une maison, etc. Donc extraire toutes les caractéristiques. On a un autre projet aussi avec un acteur qui gère des millions de CV. Et donc les Manpower, on peut le dire. Avec Manpower, effectivement. Donc dans les CV, on a des données qui sont non structurées, le nom, le prénom, des infos qui sont un petit peu partout. Et donc pour récupérer et structurer tout ça, on peut le faire à la main, mais autant laisser la machine le faire quand on a énormément de CV à analyser. Donc c'est ce type d'application qu'on sait faire via l'analyse sémantique. On a un autre projet, j'en cite un dernier, qui est Safran. C'est un projet européen dans lequel on a collaboré avec d'autres sociétés. Il y avait 6 ou 7 sociétés et universitaires. Et dans ce projet-là, on s'est attaché à trouver les signes de radicalisation sur les réseaux sociaux. Donc, vous voyez, c'est vraiment un traitement ponctuel bien particulier. Donc tout ce qui peut être automatisé et qu'on pourrait faire à la main sur de l'écrit, en principe, on est capable de le faire avec la sémantique. Ce qui est important, c'est que des gros volumes comme ça, on va pouvoir détecter ce qu'on appelle les signaux faibles. Et ça, typiquement, les sujets qu'évoquait Mathieu, c'est ce que permet de faire dans les sémantiques qui serait très compliqué à faire à la main. On va avancer sur les questions. Je vois qu'on a aussi une question sur quel thème de satisfaction à mesurer pour un chatbot. Alors, je pense que la question est relative au fait, c'est Nicolas qui a posé la question, je pense que cette question c'est relative au fait de dire comment je mesure si mon chatbot apporte de la satisfaction à mon client. Je pense que c'est ça le point. Alors il y a plusieurs choses qu'on peut mesurer. D'abord, combien de fois le chatbot atterrit dans le bac à sable, quand on mesure en fin de chatbot, on crée ce qu'on appelle un bac à sable qui va être l'endroit, si on voit que le chatbot n'est pas arrivé à ses fins, donc ça c'est une statistique qu'on suit en termes de nombre et de pourquoi il n'est pas arrivé à ses fins. Donc ça, c'est vraiment l'apprentissage continu. Donc on vérifie combien de fois sur 100 le chatbot n'a pas apporté une réponse au client. Ça, c'est une première chose, c'est-à-dire l'efficacité en termes d'action du chatbot. Mais aussi, donc ça mesure l'efficacité du scénario et des scénarios qu'on a mis en place. Mais après, ce qui est important aussi, c'est de mesurer la satisfaction du client par rapport à la réponse du chatbot. Et là, c'est très simple. On rajoute quelques questions, donc ça, c'est aussi notre métier, évidemment, pour vérifier que le client, et ça, c'est très important, surtout quand on démarre un projet comme ça, de vérifier que le client a une satisfaction et que finalement, la réponse que lui a apportée l'automate lui a satisfait en termes de contenu, mais aussi en termes d'expérience. Est-ce qu'il a apprécié l'usage de ce canal nouveau pour lui? Donc oui, évidemment, il faut mesurer la satisfaction associée au chatbot.
Alors, Charlène qui demande l'analyse sémantique des conversations téléphoniques est-elle en règle avec la RGPD? Alors, il y a plusieurs choses à retenir, à dire là-dessus. Déjà, tous nos serveurs sont hébergés en France et effectivement, alors Eloquent est certifié ISO 27001 sur l'ensemble de ses offres depuis 3 ans maintenant, je crois. Ce qui signifie déjà que la sécurité des informations, c'est au cœur de nos problématiques chez Eloquent. Ensuite, quand on fait de la retranscription via des prestataires, via des éditeurs partenaires, on va favoriser les éditeurs qui travaillent en mode on-premise, c'est-à-dire que les données ne sortent pas de chez nous. Si ce n'est pas le cas, si on doit faire du SaaS, on va envoyer uniquement l'enregistrement et pas les variables d'environnement, c'est-à-dire nom, prénom, identifiant du répondant, tout ça on ne l'envoie pas, on n'envoie que le contenu de l'enregistrement. Et dernière chose qu'on peut faire, c'est une fois que l'enregistrement a été retranscrit, on est capable d'anonymiser le texte. C'est-à-dire que si dans la conversation audio on entend bonjour, c'est Monsieur Blier, mais j'habite à Grenoble, je vous appelle pour ma chaudière, voilà, on pourra m'authentifier. Une fois que c'est sous forme écrite, on est capable d'anonymiser tout ça et donc de faire disparaître les données qui seraient susceptibles de m'identifier. Je rajoute juste sur un point, pour moi le RGPD c'est une bonne nouvelle pour des éditeurs comme nous en Europe, puisque c'est vraiment un moyen aussi de valoriser le fait, comme disait Mathieu, que nous on a fait pas mal d'investissements sur la sécurité des données. Et effectivement le RGPD c'est un sujet très important. Dans ce qu'a dit Mathieu, c'est que très souvent, quand les données, si elles devaient être retranscrites, il n'y a pas de données personnelles dedans. On n'analyse que le contenu, et s'il y a du contenu qui évoque une personne, on le supprime automatiquement. Voilà. Alors, oui, il y avait une question sur le POC. Qu'est-ce que c'est un POC? C'est un Proof of Concept, oui. C'est un pilote en fait, un galop d'essai si vous voulez sur un thème particulier. Et sur la sémantique par exemple, on peut très bien récupérer, mettons que vous ayez à disposition 1 ou 2 ans de données, jusqu'à 1 million de verbatim, on va récupérer ce gros volume de données et on va vous faire une analyse pour lequel on va donc analyser le contenu des verbatim, c'est-à-dire sortir les catégories, les opinions exprimées. Ensuite, vous faire une présentation des résultats et vous mettre à disposition un outil qui va vous permettre de jouer avec et vous familiariser avec le contenu de vos verbatim. Voilà, l'idée du proof of concept, comme son nom l'indique, hein, preuve du concept, c'est de montrer que, c'est d'évaluer, on va dire montrer et d'évaluer, pour nous de montrer, mais pour vous d'évaluer, que la solution apportée est réellement à valeur ajoutée pour vous, c'est-à-dire que, comme l'a dit Mathieu, si par exemple on a des tas de verbatim, on vérifie que les robots, les algorithmes, savent faire une bonne analyse. Si on fait un chatbot, on vérifie que le scénario, avant de l'ouvrir de façon large, on va commencer sur un périmètre plus restreint et qui va servir de preuve du concept avant d'élargir, soit auprès des équipes chez le client, pour que le service soit élargi à différentes activités, soit tout simplement vis-à-vis tout simplement du sujet lui-même. Est-ce qu'il est vraiment, entre guillemets, automatisable? Alors il y a des choses qu'on peut évaluer avant, mais le but, en général, quand on est en situation de proof of concept, ça prouve que le but, c'est vraiment de convaincre aussi en interne dans les entreprises que le sujet est porteur et a vraiment une valeur ajoutée. Ça vous permet aussi d'évaluer, par exemple, la rentabilité d'un projet tel que celui-ci avant d'investir plus avant. Voilà, écoutez, je pense qu'on n'a pas d'autres questions. En tout cas, voilà, c'est avec plaisir qu'on a fait ce webinaire. Comme je vous disais, donc, on aura un autre webinaire début juillet. De façon générale, c'est des sujets où on essaye d'aborder des choses très, très pratiques. Si vous avez des suggestions d'ailleurs à nous faire sur des thèmes de webinaire, n'hésitez surtout pas. Vous pouvez vous connecter et ensuite vous aurez on va vous envoyer évidemment, comme on le fait toujours, une petite enquête de satisfaction liée à ce webinaire que vous avez eu l'amabilité de suivre. J'espère qu'il vous a intéressé et de façon à nous faire vos retours à travers cette enquête de satisfaction et justement là, le cas échéant, préciser si vous avez des sujets qui vous intéressent pour d'autres webinaires et on vous suggère évidemment de vous abonner à notre chaîne. Voilà, merci en tout cas. Merci à tous. Merci à tous, à toutes, et puis on espère que vous nous suivrez pour un prochain webinaire sur notre chaîne. À très bientôt, merci, au revoir. Au revoir.